je suis sûre qu'ils doivent avoir, je sais pas, un compte en banque caché avec de l'argent et tout, c'est pas possible. Ouais, vivre d'amour et d'eau fraîche et de créativité. C'est pas possible. Ouais. Non. Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je ne suis pas toute seule, je suis avec mon amie Flora. Salut. Qui est vidéaste et plein d'autres choses. Et du coup je voulais faire une vidéo à deux où je ramenais une autre entrepreneuse en tout cas. Et aujourd'hui j'aimerais bien qu'on parle un peu business et la vie de freelance, etc. Mais d'abord Flora, j'aimerais que tu me parles rapidement de toi, de ce que tu fais, etc. pour qu'on puisse remettre les choses en place. Alors comme tu l'as dit, je suis Flora, je suis vidéaste, je suis spécialisée dans deux secteurs, donc le secteur du mariage, donc je fais des vidéos de mariage, et aussi j'ai un secteur qui est plutôt axé B2B, où je suis vidéaste à destination des métiers de bouche, du culinaire, etc. Donc ça peut être très large, soit je peux travailler pour des chefs et leur faire une formation en ligne, par exemple s'ils ont une formation sur le wedding cake par exemple et qu'ils veulent créer ça, moi je peux créer du contenu vidéo autour de ça. Je peux faire des ouvertures de restaurants pour présenter de nouveaux restaurants d'une chaîne qui vient de s'installer dans une ville. Enfin voilà, c'est divers et varié. Ok, juste pour remettre un petit peu, pour connaître un petit peu comment t'en es arrivé là. T'as toujours fait que de la vidéo? À la base, je suis journaliste de profession. Okay. Et au début, je voulais me lancer comme journaliste presse écrite, mais en fait, au final, dans mon cursus d'études, je me suis aperçue que la vidéo, ça me plaisait beaucoup. Et donc, j'ai voulu devenir ce qu'on appelle dans le métier de journaliste reporter d'image. Ouais. Et donc, du coup, j'ai finalement décidé de me lancer dedans et j'ai fait de la vidéo, du coup, mais c'était pour des sujets d'actualité, pour des chaînes régionales et puis nationales. Et ensuite, je me suis lancée à mon compte. Donc au tout début, la première année d'activité, ça a été en 2021, ça a été un petit peu chaotique. Je faisais aussi de la photo culinaire. Ok. Je voulais faire de la vidéo principalement, culinaire aussi, et du mariage, mais finalement en fait j'ai fait beaucoup plus de photos parce qu'on m'a contacté beaucoup pour ça. Ouais. Et parce que j'avais très mal ciblé en fait le marché de la vidéo culinaire à l'époque. Je m'adressais par exemple aux restaurateurs et aux petits restaurateurs du coin, etc. Et en fait, finalement, ils n'ont pas de budget. Et donc, je me suis un peu retrouvée à me dire « Ah, mais en fait, ça fonctionne pas, etc. » Et donc, je me suis retrouvée à faire beaucoup plus de photos, finalement. Ouais. Et donc, l'année 2022, j'ai beaucoup plus restructuré mon entreprise uniquement autour de la vidéo. Et donc, du coup, j'ai laissé un petit peu de côté la photo. Ok. Et t'as vraiment fait un choix de faire de la vidéo plutôt que de la photo parce que juste ça te plaît plus? C'est ça me plaît plus, on va dire que c'est mon premier axe de compétence à la base, la vidéo, okay. C'était ce que je voulais vraiment faire. J'aime quand même la photo, mais c'est qu'en fait, dans ce cas-là, je me suis aperçue que beaucoup de gens me cataloguaient vraiment comme photographe et donc du coup j'attirais beaucoup plus des contrats photographes et c'était pas vraiment ce que je voulais non plus. Okay. Puis quand même, je faisais beaucoup de photographies dans des restaurants, etc. Et je me suis retrouvée à me dire que finalement, c'était peut-être pas non plus ce qui me branchait de faire majoritairement ça, même si je trouve ça cool quand même. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai voulu restructurer. Ok. Et tu t'es formée en vidéo? Enfin, tu t'es formée comment plutôt? Alors bon, déjà à la base, j'avais un petit socle d'apprentissage grâce à mes années d'études dans le journalisme, mais bon, pas grand-chose. Hein. On m'a appris la règle des tiers. On m'a même pas appris à quel nombre d'images par seconde je devais filmer, ni ma vitesse d'obturation et tout. Non, c'était hyper basique quoi. Ouais, c'est ça. On m'a appris quand même la balance des blancs et tout ce genre de trucs, mais c'était très très basique. Et en fait, après, j'ai commencé un peu un apprentissage donc par moi-même d'abord. Et ensuite, j'ai intégré une formation en ligne qui s'appelle Filmmaker on the Go. Et c'est là où j'ai vraiment pu plus pousser mes connaissances et avoir un petit côté créatif, que ça soit à la fois au tournage et puis après au montage. Ok. Qu'est-ce qui a fait que tu choisisses de faire du culinaire et du mariage uniquement? Alors, comme beaucoup de monde, je pense j'ai remis un petit peu ma vie en question lors du premier confinement en mars 2020. Du coup, voilà, et donc j'ai passé énormément de temps sur YouTube, etc. Ouais. Et en fait, je suis tombée sur des vidéos de mariage. Et j'ai beaucoup aimé l'esthétique, le storytelling autour des mariés, l'ambiance. Puis je me suis dit, punaise, je sortais tout juste du journalisme où justement c'est hyper anxiogène. On parle, des problèmes du quotidien, etc. Parfois on a l'occasion de faire des beaux sujets, mais c'est très rare. Très souvent c'est l'actualité, les mauvaises nouvelles, etc. Ouais.
comme ils disent dans le métier, les trains qui arrivent à l'heure, on s'en fout. Ah. Donc du coup, c'est hyper triste. Et là, je m'étais dit, ah, mais c'est génial de pouvoir filmer les beaux moments d'un couple et tout, les sourires, l'amour et tout en général. Montrer du bonheur que les mauvaises nouvelles. Ouais, c'est ça, exactement. Et je me suis dit, bah, c'est super cool. Donc déjà, c'est pour ça aussi que je me suis un petit peu dirigée là-dedans. Et le culinaire, c'est parce que comme beaucoup de vidéastes, je pense, qui pourraient écouter la vidéo, j'ai connu Daniel Schiffer à ce moment-là, qui est un vidéaste du coup de Toronto, qui est super connu, voilà, et qui justement faisait des vidéos axées food. Et je me suis dit, oh, c'est trop stylé, je veux faire ça. Puis en plus, j'aime bien manger et c'est l'occasion. Je suis d'accord. Pareil, pour la photo culinaire, c'est vraiment trop chouette. C'est ça. Et puis non, ça a un aspect esthétique. Je me souviens même quand j'étais journaliste et que je devais faire des sujets chez des chefs, etc. Je trouvais ça super cool de filmer des chefs, des pâtissiers, parce que tout de suite, t'as un rapport avec la matière et tout qui est super intéressant et immortalisé, que ce soit en photo ou en vidéo. Et donc, ça m'a tout de suite hypé, quoi. Ouais, bah, je suis plutôt d'accord pour le côté culinaire, en tout cas. Je trouve que avec... alors, peut-être qu'il y a d'autres choses, mais avec le sexe, je trouve que la food, c'est ce qui ramène tes 5 sens. Vraiment, tu vois, le goût, l'odorat, la vue, bah, des fois quand ça crépite, quand t'as des sons, quand t'es en cuisine, etc. C'est clair. Quoi d'autre? Le toucher. Le toucher parce que, bah, je sais pas, quand tu... c'est des vrais produits quoi. Ouais, c'est donc clair. Pour le coup, vraiment j'aime trop aussi le culinaire, trop cool. Je voulais qu'on parle un peu plus du côté entrepreneuriat, devenir freelance, etc. Même si on reste dans la vidéo, t'as quand même changé de statut, t'es devenu à ton compte. Donc quoi, tu t'es réveillé un matin, tu t'es dit ok, maintenant je me mets à mon compte. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu réagis? En fait, c'est... Comment dire? Je pense que le processus s'est fait différemment d'une autre personne parce qu'en fait, j'ai jamais connu le salariat. En fait. Moi, du coup, quand j'étais journaliste, j'étais ce qu'on appelle avec un statut pigiste. Même si en fait, c'était pas un vrai statut pigiste. En fait, j'enchaînais les CDD. Donc, par exemple, des CDD de 1 jour parfois, 1 jour de contrat, 2 jours. Si t'es chanceux, 1 semaine, parfois 1 mois. Mais c'était toujours ultra précaire et c'était souvent des appels d'1 journée. Donc, on va dire que l'instabilité financière à la fin du mois, déjà, je la connaissais déjà. Donc pour moi, j'ai pas vu trop de différence avec le statut à mon compte en fait au début avec ce que je connaissais déjà en tant que journaliste parce que c'était déjà tellement pas régulier que voilà, c'était compliqué. Après évidemment quand j'étais journaliste, j'avais mon réseau, on me connaissait dans différentes chaînes pour lesquelles j'avais travaillé donc en gros, je savais qu'on allait m'appeler. Enfin voilà, c'était un peu. T'avais un flux de travail qui venait à toi. J'avais quand même. Différent que quand tu recommences quelque chose où tu dis, ok, maintenant je vais prospecter, il faut que je me présente en tant que telle. C'est ça. Ça a été dur. Alors bah du coup, j'ai fait une transition quand même. C'est-à-dire que j'ai continué à faire mes contrats de journaliste parce que du coup, bah, j'avais de la chance que ça soit pas régulier. Donc du coup, je pouvais aménager un petit peu mes horaires comme je voulais avec le lancement de mon activité. Donc déjà, je me suis dit, ok, je commence pas de rien. J'avais aussi un petit peu de chômage à côté que j'avais cumulé quand j'étais en alternance à France 3. Donc du coup, voilà, ça m'a permis un petit peu de me dire que j'avais une marge de sécurité, tu vois, pour me lancer si besoin. Et puis voilà, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à me dire... En fait, moi, à la base, ma grande difficulté, ça a été de me dire que je ne pouvais pas et que c'était impensable de vivre d'un métier artistique, en fait. Je suis vraiment partie de très loin psychologiquement. Moi, quand je voyais des photographes à leur compte, des vidéastes à leur compte, je sais pas, qui faisaient des vidéos de voyage et trucs comme ça, je me disais, ouais, mais en fait, je suis sûre qu'ils doivent avoir, je sais pas, un compte en banque caché avec de l'argent et tout, c'est pas possible. Vivre d'amour et d'eau fraîche et de créativité. C'est pas possible. Ouais. Non, franchement. Et donc, du coup, moi, je voyais ça et je me disais, mais c'est pas accessible. Pour moi, la seule façon de vivre de la vidéo, c'était d'être journaliste. Voilà, je comprenais pas en fait que c'était possible différemment quoi. D'avoir des jobs comme ça, C'est ça, et c'est là pendant le confinement où j'ai regardé des youtubeurs, où j'avais déjà aussi intégré la formation Filmmaker on the Go, que j'ai vu qu'il y avait des gens qui arrivaient à se lancer, que c'était quelque chose qui était possible. Donc du coup j'ai commencé comme ça. En fait, donc je me suis pas vraiment réveillée un matin en me disant qu'il fallait que je me mette à mon compte, ça s'est fait plutôt progressivement. J'ai commencé évidemment par des contrats, ce qu'on appelle dans notre formation free to fee, donc c'est-à-dire gratuitement en échange que je puisse les mettre pour mon portfolio et après pouvoir prospecter justement plus efficacement parce que à part du taf journalistique,
j'avais pas grand chose à montrer Ouais. qui pouvait intéresser des entreprises. Bah, je pense que c'est ça quand tu commences en photo ou en vidéo. Moi, je sais qu'au début aussi, j'ai fait beaucoup de jobs gratuits parce que tu as un portfolio à remplir et que bah, il faut quand même que tu proposes quelque chose. Ça. Quoi. On passe tous par là. Donc, Ouais, c'est clair. voilà, en fait, au bout d'un moment, c'est obligé. Quoi. Ouais, c'est ça. Mais de passer du taf gratuit à commencer à facturer, bah, y a toujours cette question de combien tu factures, de légitimité, de à quel moment je me dis ok, maintenant je me sens comme un vrai professionnel, donc je peux demander tel ou tel tarif sur mes prestats. Enfin, je veux dire, comment t'as vécu ça? Bah, ça a été très compliqué pour le coup, et puis au début les tarifs que je fixais étaient clairement trop bas parce que je me disais mais non, mais les gens ils vont pas payer. J'avais du mal à comprendre la valeur que je pouvais apporter en fait. Exact. Et pour moi, ouais, c'était juste, comment dire, le fait qu'on me paye, c'était juste, j'étais juste reconnaissante qu'on me paye en fait. Je voyais pas l'échange que moi je pouvais forcément apporter à la personne. Bien sûr. Donc au début ça a été très très compliqué, et puis finalement en fait je me suis formée après, j'ai suivi un coaching aussi sur 3 mois qui m'a beaucoup aidée. Être au contact d'autres entrepreneurs aussi, ça m'a aidé à prendre confiance, me positionner, tout ça. Puis aussi en avoir marre d'être traité comme de la merde. Hein. Genre clairement, au bout d'un moment il faut le dire quoi, tu vois. Au bout d'un moment il faut vivre. Ouais, bien sûr. Donc du coup ça permet déjà d'enclencher le processus. Et du coup voilà, donc c'est comme ça au fur et à mesure que j'ai commencé à me sentir un peu plus légitime, poser aussi mes limites, de dire bah non, ce tarif là c'est pas possible, moi je compte pas mes frais, etc. Enfin voilà, ce genre de choses. Quoi. Ouais, bien sûr. Et au final, du coup, je trouve que, enfin moi je t'ai connue un peu au début de ta carrière de photographe, de vidéaste, pardon. J'étais encore photographe un peu au moment où T'étais un peu photographe, ouais, parce que photographe culinaire. des photos, exactement, tu faisais des photos culinaires, puis après t'as vraiment spécialisé vidéo. D'ailleurs, ça me fait penser à une FAQ que j'ai fait récemment où tu m'avais posé une question sur, enfin c'était plutôt t'ouvrais un débat sur est-ce qu'on se spécialise ou pas quand on fait de l'image. En tout cas, en tant que photographe, moi la question s'est posée pour moi, la question peut-être se pose pour toi. Sachant qu'en plus tu as 2 spécificités bien différentes quand même, c'est pas 2 milieux qui se... Enfin, ça peut aller ensemble, mais quand même, t'as pas les mêmes clients, je trouve. Surtout, tu fais du B2B et du B2C. Du coup, est-ce que toi, bah, clairement, tu t'es pas spécialisée, au final, tu fais pas que du mariage ou que du culinaire. Est-ce que tu as été confrontée à, je sais pas, par exemple, un client qui te dit « Ok, mais si tu fais ça aussi, est-ce que... » Enfin, ou alors toi, tu t'es dit que tu faisais peut-être pas une chose bien, du coup, t'en faisais 2 et que peut-être ça pouvait jouer sur ta légitimité à faire ton travail. Ouais. Comment tu le vois? Du coup, réponds à ton débat. Je réponds à mon propre débat. Ouais. Bah, au début, ça a été vraiment compliqué. En fait, je pense que toutes ces questions sur la spécialisation, etc., sont vraiment venues au début de mon activité et du fait que, ouais, même moi, personnellement, dans ma tête, j'avais du mal à me positionner. C'est ça. Et j'avais du mal à expliquer ce que je faisais clairement. Et du coup, quand t'as du mal déjà dans ta tête à te positionner, clairement, quand tu délivres ton message, les gens, ils comprennent pas. Hein. C'est flou. Exactement. Donc du coup, j'avoue qu'au début, ça a été un peu galère pour moi. Ouais. Mais ce que je pense, en fait, ce qui est important, c'est en effet se spécialiser, oui. Enfin, oui et non. En fait, je suis vidéaste et je fais 2 activités différentes. Mais quand j'ai commencé, j'étais vidéaste, je faisais 2 activités différentes, plus j'étais photographe. Et en fait, je pense que c'est ça qui m'a complètement perdue au début dans mon esprit. Ouais. Et dans l'esprit des gens aussi. Parce que du coup, ils disaient... Parce plus, t'as 2 activités, enfin, c'est 2 activités distinctes. Là, c'était trop. Ouais. Donc, je pense quand même que même si... je pense pas qu'on ait nécessairement besoin de se spécialiser. Mais je pense quand même qu'il faut rester dans un domaine d'activité, donc là moi la vidéo, donc c'est le choix que j'ai fait, pour justement quand même qu'on comprenne voilà, ce que je fais. Par exemple, en revanche, si tu veux être photographe et vidéaste de mariage, c'est beaucoup plus facile de communiquer dessus, tu es dans ta même spécialité, mais tu exerces sur 2 secteurs différents. Il faut quand même cibler en fait ce que tu présentes. Ouais, c'est ça, il faut quand même cibler ce que tu présentes. Là, moi je dis que je suis vidéaste, spécialisée dans le mariage et dans le culinaire, mais je reste vidéaste. Oui, même ça veut dire qu'on te propose un autre job autre que mariage et culinaire, tu vas quand même pouvoir faire parce que tu as ces connaissances en tant que vidéaste, quoi. Exactement. En fait, je pense que c'est vraiment important de garder quand même une cohérence un petit peu, pas aller dans l'ultra spécialisation dans son secteur, rester ouvert, mais quand même avoir au moins, voilà, parce que si t'es photographe, t'es vidéaste, t'es community manager, etc., en fait les gens ils vont se dire ok. Et rien à la fois. Quoi. Exactement. Donc, mais si un client te demande des photos immobilières. Ok.
Wow, faudrait que je sois vraiment hypée par le projet pour accepter. Parfois j'aime bien quand même dire oui à des projets dont je ne suis pas forcément spécialisée pour le challenge et parce que j'aime bien faire des choses diverses et variées. Si ça se présente à moi, pourquoi pas. Là, clairement, je te dirais non. Mais tu vois, par exemple, là, je vais faire une vidéo corpo pour, en gros, les patrons de mon compagnon qui, eux, bossent dans l'univers du smart building qui n'a absolument rien à voir avec le culinaire ni le mariage. Pourtant, je vais la faire quand même et ils me font confiance sur ça. Et je me suis dit, ouais, c'est sympa de faire quand même quelque chose de différent. Donc, du coup, j'ai accepté, quoi. Donc après, voilà, il faut pas... Enfin, je pense qu'il faut aussi rester ouvert à l'idée d'expérimenter des choses. Peut-être qu'après, on va tomber sur un autre secteur qui nous plaît plus. Et puis après, peut-être on va switcher d'activité, etc. Donc voilà, ne pas non plus se fermer complètement juste à un truc qu'on s'est dit qu'on ferait. Ouais, je pense que c'est important d'être ouvert. C'est vrai. Je pense que toi qui fais plein de choses aussi, ça doit être ton cas, non? Bah oui, c'est moi en tout cas, la question s'est posée et se pose parfois encore parce que je fais du mariage et au final... Au début, j'en faisais beaucoup et je me suis dit, je sais pas si je veux faire ça parce que c'est vraiment beaucoup de travail. Et au final, je veux me spécialiser dans le mariage de luxe et je veux garder la mode parce que la mode, c'est vraiment un secteur qui me fait vraiment plaisir, tu vois, où je m'éclate, où il y a ce côté créatif, mais en même temps, tu bosses vraiment. Et puis le B2B, je trouve ça vraiment cool. Enfin, vraiment, de plus en plus, j'aime beaucoup le B2B, travailler avec des sociétés parce qu'ils ont toujours une vision de leur marque, tu vois. Et j'aime bien aussi le côté culinaire parce que, bon, de par le fait que ça donne envie, c'est beau, c'est coloré et c'est vivant en fait, tu vois, parce que j'aime beaucoup travailler avec des gens, plus la food, parce que la food, je trouve qu'il y a un petit côté vivant quand même, tu vois, enfin, tu sais, tu peux pas juste laisser un plat comme ça et tu le reprendras demain comme tu prends un pack shot produit par exemple, tu vois, je trouve que c'est quand même vivant, tu vois. Et au final, je suis d'accord avec toi sur le fait je fais de la photo et je sais faire très bien ça et ça. Et je fais aussi ça, tu vois. Donc si tu veux m'appeler pour ça, pourquoi pas, tu vois. Parce que moi perso, je me vends aussi pour moi en tant que personne, tu vois. Parce que j'accompagne mes clients et parce que, tu vois, j'essaie de comprendre leur projet, on en parle, il y a un truc en amont. Et puis dans la création, le client est là aussi, tu vois. Enfin, toi, je sais pas comment t'approches tes clients, enfin, au final, comment... Je vais pas te demander tes secrets de prospection, etc. parce que ça serait toute une autre vidéo. Mais, enfin, voilà, au final, je trouve qu'il y a cette partie où on est dans un monde hyper concurrentiel, tu vois. Il y a plein de vidéastes, il y a plein de photographes. Et, je sais pas, faut que tu fasses ta place, tu vois. Comment tu le sens, toi, par rapport à par rapport à la concurrence d'autres vidéastes? Je pense que un petit peu chaque pot a son couvercle, je pense, pour prendre l'expression de grand-mère, tu vois. Chaque client a son prestat, etc. Chaque vidéaste a sa typologie de client. Après, c'est clair qu'en effet, c'est vrai que c'est un monde concurrentiel et tout. Mais je pense quand même qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui a de plus en plus besoin de photos et de vidéos. Malgré tout, avec les réseaux sociaux, sites internet, tout ça. Franchement, c'est nécessaire pour des entreprises de faire appel à ça. Donc, même s'il y a beaucoup de concurrence, le marché quand même est assez grand pour se faire sa propre place. Et évidemment, si tu veux avoir un élément différenciant par rapport à d'autres collègues comme toi qui sont sur le marché, l'accompagnement justement, être proactif, proposer des idées de contenu, etc. Pour moi, c'est essentiel, cette démarche d'accompagnement, machin. Et c'est justement ce qui va te permettre de te faire sortir du lot un petit peu. Et j'aurais une question plus sur l'organisation, tu vois, parce que moi j'adore l'organisation. J'aime bien que c'est un peu carré, etc. Je voulais savoir si toi, tu avais une organisation en place. Sans donner forcément tous les détails, mais est-ce que tu te lèves le matin à une heure particulière par exemple? Est-ce que c'est régulier? Est-ce que tu travailles du lundi au vendredi? Est-ce que, bon, je sais d'avance que non, tu vois, parce que tu es forcément peut-être amené à travailler le week-end aussi, surtout pour les mariages en tout cas. Mais est-ce que toi tu te dis ok, tel jour je fais que de la post-prod ou tel jour je fais que de la prospection? Enfin, est-ce que tu as une organisation où c'est au feeling, tu te lèves à l'heure que tu veux, etc. Alors, en fait, j'ai pas une routine prédéfinie de, par exemple, le jeudi c'est montage, le mardi c'est création de contenu, le mercredi c'est prospecting, etc. J'ai pas de jour préétabli, j'ai des blocs que j'ai envie d'agencer et en fait, je vois en fonction de mes tournages, mon emploi du temps, comment j'agence les blocs. Je sais, par contre, je marche énormément par to-do list et dès le début de la semaine ou peut-être même le vendredi soir ou le dimanche soir, ça dépend, je me fais ma to-do list de la semaine et je sais exactement ce que je vais faire.
Donc en fait, je suis organisée dans ce sens-là. Mon emploi du temps ne se ressemble jamais parce que du coup, comme je t'ai dit, c'est pas le jeudi, voilà, c'est pas le jeudi post-prod, machin et tout. Mais voilà, j'agence les blocs comme je peux, en fait aussi, surtout, en fonction des tournages et tout. Et puis ensuite, je vois. Je me lève quand même toujours à une heure fixe. À quelle heure? 7h30. Ok. Et toi? Oui, moi aussi. Ça me va. Ça va. Ça va. Ça va. 7h, 7h30, au moins d'avoir le temps de me poser. Ouais, c'est ça. Moi, par contre, tu vois, par exemple, le matin, ce que j'aime bien faire maintenant, je sais pas si toi tu fais, mais avant, j'avais tout le temps l'habitude, tu sais, de prendre mon téléphone directement le matin. Ouais. Donc là, en fait, j'ai mis mon téléphone dans une autre pièce. Donc quand je me réveille, en fait, bah déjà, j'ai pas mon téléphone. Je vais travailler comment, avec un réveil? Ouais. Oh. Ouais. Okay. À old school. Ouais, mais trop cool. Je vais cacher mon téléphone, tu vois, genre dans ma chambre. Enfin, dans mon bureau, comme ça je le vois pas. Et en fait, je me lève et tu vois, tu sais, je me prends mon petit déj et je me suis acheté une liseuse et j'ai toujours des livres et tu vois, je lis un peu, je commence comme ça. Cool, soit je fais du sport, soit voilà, je lis et après, je me mets à travailler. Ouais. Mais je pense que de plus en plus, enfin en tout cas, moi je te rejoins là-dessus, c'est que de plus en plus. Ça concerne beaucoup de gens, les écrans, tu vois. Et nous particulièrement, parce qu'on passe, en tout cas personnellement, je passe toute ma vie sur l'écran. Ouais, pareil. Donc effectivement, le matin, je prends mon temps, tu vois, je fais mes petites tâches. Enfin, j'ai limite, je fonctionne aussi en to-do, donc j'ai ma liste de tâches, etc. Donc c'est cool d'avoir au moins cette routine-là, surtout quand t'es tout le temps sur l'écran, quoi. Ouais. Donc toi, comment tu fais? T'as ton téléphone quand même à côté, t'arrives à pas le prendre le matin tout de suite et à pas aller sur genre Insta, tout ça? Franchement j'essaie. Je me réveille avec mon téléphone, mais je le laisse. Tu vois, une fois que je suis réveillée, je le pose quelque part et après je fais ma vie, je fais mon café, je fais un peu de lecture ou tu vois, j'organise ma journée, je me fais des to-do. Enfin tu vois, genre je rentre dans ma journée petit à petit, doucement, tranquillement, parce que le matin... j'aime pas, tu vois, mettre de la musique à fond pour me réveiller, pour mettre de bonne humeur et tout ça. Je préfère limite cleaner mon environnement par rapport à la veille pour commencer ma journée tranquillement. Enfin, je suis vraiment le matin tranquille, mais c'est le matin quand même où je suis plus productive. Donc je veux vraiment me lever assez tôt. Je fais pas le miracle morning à 5h du matin, tu vois. Mais je veux me lever suffisamment tôt pour que j'ai ma matinée tranquille où je peux travailler et faire les trucs un peu deep work, tu sais, où j'ai beaucoup de choses à faire, faut que je me concentre vraiment. Et le téléphone, je le prends avant de commencer à travailler. Comme ça, je check tout ce qui est réseau, etc. Et après, je m'organise en bloc, quoi. Enfin, je me fais des petites sessions comme ça où j'essaie de pas prendre le téléphone parce que je sais que... C'est l'enfer. Je prends tellement de temps à sortir de ce que je fais, faire autre chose, me remettre en concentration sur ce que je fais. Enfin, c'est vraiment horrible. Ok Flora, je pense qu'on pourrait continuer cette discussion tellement longtemps. C'est clair. Peut-être un jour sur un podcast, on verra. Who knows? Mais en tout cas, sur YouTube, voilà, je voulais vraiment te faire venir sur la chaîne et vraiment voir un peu toi, ta vision en tant que vidéaste, en tant qu'entrepreneur, solopreneur en tout cas pour le moment. Et je trouve que tu es un bon exemple de réussite parce qu'au final, maintenant, tu travailles avec Alex et MJ avec qui tu t'es formé au début et maintenant tu fais partie de la team à part entière. C'est vrai. En tout cas, je vais mettre tous tes liens dans la barre d'infos. J'aimerais juste une dernière chose, si tu avais un tips de freelance, un tips de créatif à donner aux gens qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que tu aurais à dire? Qu'est-ce que j'aurais à dire? Je pense, soyez bien entourés. Ouais, c'est vrai, c'est hyper important. Ça sera peut-être un autre sujet de vidéo, ça, sur le fait d'être seule ou en tout cas quand tu te lances. Ouais, c'est ça. Je pense qu'en fait, ce qui est hyper important quand on fait un métier créatif, solopreneur, etc., c'est le réseau, c'est hyper important. Faire des connaissances dans son domaine, mais pas que. Juste, ne pas rester seule, en fait. Voilà, parce que ça n'a pas besoin d'être une solo-aventure non plus, quoi. Vrai, et en fait, c'est vraiment génial quand tu partages un petit peu toutes tes connaissances, quand justement, tu peux discuter des galères, chacun se donne des idées de comment rebondir et tout. Donc, les collègues de travail, c'est important quand même. Ouais, grave. En tout cas, merci Flora. Et puis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye. Salut.